Bonjour et bienvenue dans le Club RH, le podcast fait par et pour les professionnels des ressources humaines. Ici, nous décryptons les grands enjeux RH d'aujourd'hui et de demain, aux côtés de DRH et d'experts engagés. Je suis Sophie Plumer, ancienne responsable RH. J'œuvre aujourd'hui auprès des comités de direction pour faire évoluer les pratiques RH et managériales. Et je suis Delphine Cochet, fondatrice et directrice générale de Ma Bonne Fée. Ma Bonne Fée, c'est la solution RH qui accompagne les salariés dans tous leurs moments de vie, et notamment dans les situations de vulnérabilité, comme la parentalité, l'aidance, la santé mentale ou encore le handicap. Dans cette 3e saison du Club RH, nous avons choisi d'explorer un sujet essentiel, le care, cette notion anglo-saxonne qui évoque le soin, l'attention portée à l'autre. Pourquoi ce thème ? Parce que dans un monde du travail chahuté, parfois divisé, toujours plus exigeant, nous sommes convaincus que prendre soin des équipes est la clé pour bâtir des entreprises plus humaines, plus performantes et plus durables. À notre micro, vous entendrez des DRH et des acteurs du care en entreprise qui mettent en place des politiques RH innovantes. Ils partagent avec nous leurs enjeux, leurs pratiques, leur expérimentation et les leçons qu'ils en tirent. Ce podcast n'a évidemment pas vocation à donner des leçons, mais à inspirer, à vous offrir des clés concrètes pour agir et à vous ouvrir les coulisses des meilleures pratiques RH du moment. Nous explorerons à la fois des sujets d'actualité et des enjeux prospectifs pour vous aider à garder un temps d'avance. Place maintenant à notre conversation avec notre invité. Nous vous souhaitons une très bonne écoute de cet épisode du Club RH par Ma Bonne Fée. Et si vous souhaitez prolonger les discussions, rejoignez-nous sur clubrh.mabonnefée.com. C'est parti! Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour. Bienvenue sur le Club RH. Merci de votre invitation. Pascal, vous êtes le DRH de Domitis. Oui. Alors Domitis, c'est le numéro 1 des résidences services seniors en France. Vous concevez et vous exploitez des résidences pour les seniors à travers de l'hébergement, des animations pour vos résidents. Chaque résidence est exploité avec une équipe d'une 20aine de personnes et donc vous avez une organisation qui est assez décentralisée. Vous êtes une entreprise en forte croissance puisque vous allez ouvrir dans les mois qui viennent la 200e résidence, si je ne me trompe pas, et vous ouvrez entre 15 et 17-18 résidences par an. Vous avez tout résumé en fait. Effectivement, on est dans une croissance extrêmement importante qu'on va certainement ralentir dans les années à venir puisqu'il faut aussi organiser et faire face à cette croissance-là. Ça fera certainement partie de nos sujets pour justement consolider le socle de ce que nous sommes. Et donc c'est la raison pour laquelle effectivement, au-delà de la croissance, c'est de pouvoir proposer une offre très large auprès de nos seniors. C'est à peu près 20 000 clients qui vivent au sein de la 200e est prévue d'ici la fin de l'année. Ok. Voilà. Et c'est des seniors autonomes. Oui, exactement. Ce sont des personnes qui ont une autonomie et la promesse, c'est de pouvoir, grâce à l'interaction humaine, continuer au maximum cette autonomie-là, quoi. Alors, cette 3e saison du podcast Le Club RH est dédiée au sujet du care. Oui. Donc ce care, cette notion anglophone qu'on traduit en français par l'action de prendre soin, le fait d'avoir de l'attention pour l'autre, elle est importante pour nous, pour Ma Bonne Fée, pour toi Delphine, et ça nous paraissait important et intéressant de traiter ce sujet avec vous parce que finalement, à la fois Domitis, vous êtes un acteur du care auprès de la population senior en France, et en tant que DRH, la fonction RH est une fonction du care auprès de ses collaborateurs. Donc, pour commencer, cette notion de care, de prendre soin, comment elle résonne chez vous, Pascal ? Alors, elle résonne sur plusieurs plans. Peut-être le premier d'entre eux, c'est vis-à-vis des équipes RH. En tout cas, moi, j'ai une attention toute particulière de précaution. Les équipes sont confrontées à des situations humaines qui parfois sont difficiles. Donc, c'est aussi de prendre soin des équipes et surtout d'être très, très vigilant sur le savoir-être. Vous savez, on a dans la fonction RH des fonctions d'expertise, que ce soit en droit social, que ce soit sur un certain nombre de domaines.
Et c'est important d'avoir cette expertise-là. Peut-être qu'il est tout aussi nécessaire d'avoir un savoir-être qui permet justement d'être dans une approche d'attention vis-à-vis des autres. Et justement, comme tu viens de le dire, Sophie, Domidis a une philosophie du care à destination de ses résidents, des seniors. C'est quoi la philosophie vis-à-vis des collaborateurs? Comment vous la portez? Comment elle s'incarne? Alors c'est une dimension extrêmement importante dans la mesure où, par principe ou positionnement, on souhaite être dans cette symétrie des formes. La fameuse, vous connaissez l'expression, symétrie des attentions. Donc l'attention qu'on porte vis-à-vis des résidents, c'est aussi l'attention qu'il est nécessaire de porter vis-à-vis des équipes. Alors c'est bien de le dire. C'est mieux de pouvoir le faire vivre au quotidien. Et c'est la raison en fait pour laquelle on a complètement retravaillé dernièrement. Donc c'est un sujet qui est ô combien d'actualité. Toute la démarche autour de la RSE et appuyer cette démarche RSE sur ce que nous sommes. Donc le savoir-être de l'entreprise. Et donc on a travaillé à la fois sur des bases documentaires pour rechercher un petit peu la manière dont on s'exprime, la manière dont nous sommes vis-à-vis notamment des résidents. Et de ce travail-là, on a recomposé complètement un dispositif qui a pour vocation à aller interroger les équipes. Et au mois de novembre, en fait, on a lancé une grande consultation pour que l'ensemble des équipes, ça représentait plus de 250 ateliers au travers des différentes résidences, quasiment 200 résidences. C'est aussi une manière de pouvoir associer le management dans ces travaux collectifs, et on a réussi en fait à faire travailler plus de 3000 salariés de façon à ce qu'ils puissent exprimer ce qui leur semble être leur quotidien. Et donc on parle de valeurs, on parle de savoir-être, on parle de vision. Et le fruit de ce travail-là a permis justement d'aller capter au plus près de la réalité opérationnelle ce que nous sommes. Voilà. Donc on est dans cette phase justement à la fois de compilation et puis de définition de notre savoir-être. Alors justement, vous avez 4 valeurs qui sont sorties de ce travail. La considération, la bienveillance, la liberté et la qualité. Ouais, c'est ça? Exactement. Comment est-ce que ces valeurs sont vécues au quotidien? Est-ce que vous avez quelques exemples? Je pense notamment, par exemple, à la considération. C'est une valeur qu'on voit très peu dans les entreprises, qui vous est vraiment propre. Comment c'est vécu, peut-être par vos collaborateurs et puis aussi par vos résidents? Alors on a un travail complémentaire qui va être initié la semaine prochaine. Vous voyez, c'est pour ça que ce sujet est ô combien d'actualité. Vous l'avez évoqué, en fait, la considération. Moi, je vais y mettre certainement des mots autour de la considération pour donner une consistance. Et quelle est la réalité que souhaitent les équipes au quotidien? Donc c'est vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des managements, vis-à-vis des résidents. Et donc on réunit 25 salariés qui sont issus de nos résidences pour pouvoir travailler sur chacun des mots. Oui, vous l'avez évoqué, la bienveillance. La bienveillance, lorsqu'on prend ce mot de façon isolée, c'est certainement très très bien d'être bienveillant, mais une équipe qui fonctionne dans la bienveillance ne fonctionne pas. Parce qu'on ne se dit pas les choses, parce qu'on n'a pas d'exigence collective. Donc c'est de pouvoir justement enrichir ce mot, cette valeur ô combien importante, d'actes du quotidien qui permettent d'illustrer et de faire vivre cette valeur-là. Donc dans la projection telle qu'on l'imagine, on la décline aussi dans ce qu'on appelle des engagements RSE. Et on a 4 piliers d'engagement qui ont été définis et travaillés justement à l'occasion de cette consultation-là. Autour de la première d'entre elles, c'est du pilier. Donc, c'est de pouvoir mettre l'humain au cœur de nos activités. C'est une promesse extrêmement forte
comment on l'illustre. Donc c'est tout ce travail-là d'indicateurs qui permet de pouvoir, dans chacune de nos résidences, faire vivre ces piliers et au travers de ces piliers, ces valeurs. Donc on est sur l'humain au cœur de nos activités. Nous sommes sur une promesse de résidences qui sont accueillantes, sécurisantes, ancrées dans le territoire. Le troisième, c'est autour de l'environnement. Voilà, parce que on a aussi, de par nos résidences et notre activité, une empreinte qui nécessite d'être travaillée, économie d'énergie, enfin un certain nombre de dispositifs. Et puis le quatrième pilier, ça porte sur les collaborateurs. Voilà. Et comment on fait grandir nos collaborateurs dans nos activités. Donc, vous voyez, c'est une vraie promesse, puisque vous évoquiez l'approche soin, c'est de pouvoir aussi, et parmi les actions telles qu'elles ont été arrêtées et définies, c'est de garantir des conditions de travail sécurisantes et accueillantes. Vous voyez, alors garantir, c'est fort, hein. Voilà, donc c'est toute la promesse qui doit être travaillée au quotidien avec les équipes et de façon à ce qu'on puisse aussi être dans des principes de progrès en s'appuyant sur des indicateurs. Sur cette démarche très collaborative, est-ce que vous avez des premiers retours de vos collaborateurs sur l'intérêt, l'importance d'écouter leur voix, de co-construire ces valeurs Alors déjà, le niveau de participation illustre la mobilisation que ça a pu créer et maintenant il faut être dans au-delà de le dispositif d'accompagnement, il faut que ça se traduise dans une réalité. Donc c'est tout le travail qu'on doit mener. On le mène non pas au travers de personnes ô combien bienveillantes dans un bureau, c'est au quotidien. Et notre quotidien dans cette entreprise de réseau, hein, c'est 200 business units. On est effectivement sur 20-25 salariés. On est sur une communauté humaine entre 120 et 150 résidents. Donc c'est le travail de proximité managériale qui illustre ce que nous sommes. On peut en définir un certain nombre de principes et on le fait notamment, on est en train de rédiger ce qu'on appelle un guide de management. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent au travers des procédures comptables, procédures de contrôle de gestion, on en a tous beaucoup. Mais je pense qu'il y a un travail absolument clé à mener sur finalement comment une entreprise souhaite définir des modalités de fonctionnement, du management. Vous arrivez dans une entreprise, si vous n'avez pas des règles, des principes, voire parfois des lignes blanches à ne pas franchir, vous faites appel à votre propre expérience, qui est par définition très riche, mais elle peut être hétérogène et différente de votre collègue qui est patronne d'une résidence. Donc nous, c'est de créer un socle qui permet de pouvoir définir quelles sont nos règles du jeu interne, et notamment vis-à-vis des équipes, et du comportement qu'on doit avoir vis-à-vis des équipes. C'est de l'écoute, c'est de l'accompagnement, c'est de pouvoir favoriser aussi la mobilité transversale, c'est-à-dire la promotion interne. Enfin, c'est tous ces sujets-là qui sont des valeurs d'entreprise clés et sur lesquelles on souhaite justement accompagner les équipes. Et j'imagine que c'est d'autant plus important quand on est une entreprise décentralisée comme ça, avec un peu éclatée finalement, où chaque résidence est très autonome et même s'il y a des ponts entre les résidences, elles fonctionnent quand même un peu en unité. Donc en fait le principe c'est vraiment de décentraliser les responsabilités, de façon aussi à laisser la liberté de chaque directrice. Je parle au féminin, puisqu'on a 80% de femmes qui sont directrices de résidence. Donc c'est de pouvoir au quotidien prendre l'initiative nécessaire pour servir au mieux les résidents qui sont chez eux et qui profitent, qui bénéficient de services qu'on leur met à disposition. Donc vous parlez d'harmoniser les pratiques. Vous dédiez 3% de votre chiffre d'affaires à la formation
de vos collaborateurs. La masse salariale. 3% de la masse salariale, c'est déjà pardon. Beaucoup, c'est déjà beaucoup. Vous dédiez 3% de la masse salariale à la formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche de formation ? Alors la démarche de formation, on a même créé une filiale qui s'appelle Domitis Campus, dont à peu près 50%, qui assure 50% des formations en interne. Parce qu'on a considéré qu'on avait un savoir-faire en matière de relations avec les résidents. C'est une relation qui est particulière, spécifique, et sur laquelle il y a en tout cas un besoin d'être à la fois dans une dimension de qualité de la relation humaine, de complicité, j'emploie le mot à dessein, tout en respectant la liberté des seniors. Puisque vous l'avez rappelé, ce sont des personnes qui sont autonomes, qui ont fait des choix de vie, qui ont la capacité à pouvoir vivre comme ils le souhaitent. Donc notre travail, c'est à la fois de créer cette proximité humaine, tout en respectant ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, physiquement, leur intimité est traduite par le logement dans lequel ils vivent. Nous, on les accompagne lorsqu'ils sont dans le collectif, c'est-à-dire lorsqu'ils sortent de leur appartement. À l'intérieur de l'appartement, ils font ce qu'ils veulent, ils ont toute la liberté. Ils ont des chiens, des chats, des animaux de compagnie, leurs meubles s'ils le souhaitent. Donc ils sont chez eux. Donc cette relation, elle nécessite en fait d'être travaillée à la fois pour être dans le respect des personnes, tout en étant en accompagnement et dans cette dimension humaine qu'on souhaite absolument mettre en œuvre. Voilà. Donc il y a beaucoup de formations qui ont trait en fait à leur relation avec les résidents. Au-delà aussi, on a aussi des obligations, puisqu'on est dans un secteur réglementé, on a des autorisations d'exercice du service à la personne. Donc c'est toute cette réglementation qui nécessite en fait de former, d'accompagner nos équipes dans la relation en fait avec des seniors. Et ces formations, vous disiez, elles servent à 2 titres. 1, à faire évoluer en interne les personnes, et 2, à intégrer aussi parfois des personnes qui viennent d'un univers complètement différent. On n'est pas obligé d'avoir travaillé dans le médico-social ou dans l'hôtellerie pour arriver chez vous, ou comment ? Non, on n'est pas obligé. J'allais dire. Non, en fait, vous l'avez bien identifié. C'est vraiment de travailler sur la partie savoir-être. Ce qui est une dimension extrêmement importante. Tout le savoir-faire est aussi important, mais ça peut s'acquérir. Et donc, dans le développement qui est le nôtre, on a beaucoup de besoins. C'est 300-400 créations de postes tous les ans. On fait face aussi à un turnover important de par la nature même de nos métiers. Le métier de service est un métier qui est confronté aussi à des difficultés de recrutement. On a peut-être moins de difficultés qu'ailleurs, de par la nature même de notre activité, mais on a ces difficultés-là. Et donc tout le travail d'accompagnement, c'est de donner envie, et en donnant envie, c'est aussi une manière, on se le cache pas, de fidéliser les équipes. Et 70% en fait de notre encadrement intermédiaire est issu en fait de l'interne. On a 50% de nos directrices et directeurs de résidents qui sont issus de la promotion interne. Alors, on peut pas assurer 100% parce que on a beaucoup de recrutement, donc de par la croissance. Mais en tout cas, on essaie aussi, et c'est une manière de pouvoir transmettre, c'est une manière d'assurer la continuité et d'être garant en fait d'un certain nombre de principes. Et la formation en fait contribue aussi à assurer cette transmission à la fois de savoir-faire, mais aussi de savoir-être et auprès des équipes qui nous rejoignent. Et de faire grandir vos équipes, et qui est une dimension importante du CARE aussi. Elles grandissent avec vous. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que ça fait partie aussi, à la fois il y a de l'écoute qui est absolument nécessaire, et puis aussi de pouvoir accompagner tous ceux et celles qui en ont le talent, en expriment le souhait. Certains et c'est tout à fait respectable, ne souhaitent pas évoluer, et d'autres le souhaitent, et finalement
j'allais dire le devoir, et j'emploie ce mot à dessein, d'une entreprise, c'est de pouvoir accompagner par des démarches de formation, mais il n'y a pas que. On a mis en place un dispositif de tutorat qui est plutôt très très bien, qui fonctionne très très bien, de façon à justement acculturer, de façon à accompagner tous ceux et celles qui nous rejoignent, et puis de faire grandir aussi nos équipes au sein de l'entreprise. On le fait pas de façon philanthropique, c'est aussi une manière de pouvoir assurer cette continuité et cette fidélisation qui est absolument nécessaire dans nos métiers. Les seniors n'aiment pas beaucoup de changements, donc de changer d'équipe, c'est toujours difficile à accepter pour elles. Et c'est vrai que nous, on est très très attentifs sur notamment le turnover, en essayant de comprendre les raisons pour lesquelles les personnes partent. Souvent, c'est lié. Alors il y a des conditions salariales, faut pas le cacher, mais aussi c'est lié à une difficulté justement au quotidien d'être dans cette relation avec les seniors. C'est un vrai sujet, le savoir-être. Comment est-ce que vous le détectez en recrutement, par exemple ? Est-ce que vous avez des méthodes, des process pour justement sélectionner des outils, des tests de personnalité peut-être, je sais pas, pour justement sélectionner les populations qui vont savoir prendre soin de vos résidents? Alors les recrutements se font localement, puisque c'est ancré dans le territoire. Oui, c'est exactement ça, ancré. Donc nous on accompagne, on donne des outils, on met en place un certain nombre de dispositifs. On a complètement renouvelé notre marque employeur. Je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Et au-delà de ça, certaines résidences ont mis en place des recrutements collectifs qui se traduisent par un accueil du café, une présentation de la résidence, des métiers, et puis de pouvoir apprécier à l'occasion de ces échanges collectifs ceux et celles qui sont en capacité de pouvoir développer un savoir-être. Alors c'est très subjectif par définition, mais ça commence par là, quoi. En fait, c'est les compétences douces, d'être capable de créer le lien, la conversation, l'écoute. Exactement. Même lorsqu'on arrive dans un environnement qu'on connaît pas, auprès de personnes qu'on connaît pas, finalement, voilà, le contact humain. Vous avez certains qui sont très réservés. C'est pas pour autant que ça fonctionne pas. Donc, il faut être un petit peu en capacité d'aller capter ces signaux qui permettent justement de qualifier une relation humaine. On a aussi un niveau de fin de période d'essai assez important. Okay. Voilà, de part et d'autre, et c'est tout à fait respectable, considérant que vaut mieux finalement mettre fin à une collaboration plutôt que de s'inscrire dans une collaboration plus longue, en créant de l'insatisfaction de part et d'autre. Donc voilà, donc ça fait partie aussi, et c'est tout à fait, faut l'accepter, de pouvoir bénéficier de la liberté de choix de chacun, d'arrêter si ça lui convient pas. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé du côté décentralisé énormément et du rôle du management de proximité, et notamment des directrices de résidence. Comment aujourd'hui, c'est quoi le rôle côté RH d'un côté management de l'autre, dans cette attention portée aux collaborateurs, et en particulier, alors sur un sujet qui m'intéresse, dans les situations de vulnérabilité qu'ils peuvent rencontrer? Alors, c'est toujours très difficile. En fait, moi, j'ai piloté des fonctions RH dans des environnements de 2000 jusqu'à 30 000 salariés. Et j'ai toujours veillé à faire de la fonction RH, j'espère y avoir réussi, mais une fonction de refuge. Voilà. C'est-à-dire de donner la capacité à un manager, à un salarié, de s'appuyer sur la fonction RH, ne serait-ce que pour apporter une écoute. Voilà. Donc c'est difficile. À la fois aux managers et aux collaborateurs aussi, exactement. S'ils ont besoin. Oui, parce que vous avez des managers qui savent pas très bien, ou qui sont eux-mêmes dans des situations difficiles, dans des
compte tenu des enjeux de performance économique. Eux-mêmes sont soumis à des situations humaines qui sont difficiles. Donc la fonction RH doit être en capacité d'apporter une écoute, du conseil. C'est aussi de se mettre un peu avec un pas de côté. Bien sûr, on travaille dans une équipe, on travaille avec des managers, avec des responsables, mais c'est vraiment une attention et en tout cas un positionnement qui est absolument, me semble-t-il, nécessaire. Et c'est peut-être pour ça que c'est une fonction un peu atypique dans le monde de l'entreprise. C'est de garder un esprit critique, un petit côté la bouche du coche, qui permet justement de pouvoir porter un regard différent et surtout d'écouter ce que peut dire le manager sur un salarié, sa difficulté de fonctionner avec lui, mais aussi de savoir écouter le salarié dans cette relation-là. Et si vous prenez parti de façon ostentatoire pour l'un ou l'autre, ça fonctionne pas. Donc c'est ce juste équilibre qu'il convient de préserver, qui est pas simple, parce que on est soumis aussi à des charges de travail, on est soumis à des situations parfois humaines, qui sont humainement difficiles, et de se faire une conviction intime, ça nécessite de prendre un peu de recul par rapport à l'analyse des situations, de façon à ce qu'on soit le plus objectif possible. Et il faut accepter de se tromper, quoi. Et dans la partie formation, justement, il y a une attention portée à destination des managers sur une sensibilisation, prévention, sur les détections de vulnérabilité de leurs équipes. Ça fait partie des sujets qui sont sur la table, pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de réponse, qui sont matérialisées par des actions de formation, même s'il y a des actions de management, etc. C'est de pouvoir justement accompagner, former, et analyser la situation. Donc il y a un peu de technique quand même à tout ça, quoi. Mais à ce jour, on n'a pas de dispositif précis qui permet de pouvoir, au-delà des alertes, management, etc., mais qui permet de pouvoir accompagner ce type de situation de façon systématique, en fait. On parlait de l'hypercroissance que vous vivez, que vos équipes vivent. Comment vous accompagnez cette croissance forte auprès des collaborateurs de Domitis ? Alors on a on a une équipe qui est ce qu'on appelle qui accompagne l'ouverture des résidences. Une résidence, c'est 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est un véritable business unit, c'est un hôtel, voilà, pour illustrer ce que nous sommes. Donc nous on accompagne toute la partie amont de l'ouverture. C'est-à-dire en veillant à ce qu'il y ait du management, le management constitué par ce qu'on appelle des binômes, directrice et son adjoint, ou directeur et son adjoint, du commercial, puisque en fait notre travail c'est d'aller de pouvoir être sur les territoires, de se faire connaître et d'accueillir des résidents. Donc il y a une démarche commerciale très très importante, à la fois en réceptif pour accueillir des résidents potentiels, mais aussi ce qu'on appelle les chargés de réseau, qui sont en fait des personnes, des fonctions qui sont là pour rayonner, prendre les contacts autour de toutes les professions médico-sociales, d'aller rencontrer ce qu'on appelle les prescripteurs, de fédérer en fait, une communauté permettant justement de se faire connaître au sein d'un territoire. Donc on a des postes dédiés en fait qui s'appellent chargés de réseau, qui sont
dans cette dimension-là. Donc l'accompagnement, il est sur la structuration de l'équipe à l'occasion de l'ouverture, et après, progressivement et au gré finalement du remplissage, c'est-à-dire de l'accueil des résidents, l'équipe s'étoffe, donc là dans la proximité, le recrutement, etc., etc. Voilà. Et en faisant appel aussi, je l'évoquais tout à l'heure, au tutorat, c'est-à-dire de pouvoir transmettre le savoir-faire, le savoir-être. Et donc il y a des accompagnements, il y a des appuis d'expertise régionale qui sont là aussi pour soit se substituer, soit accompagner les équipes qui sont donc dans cette phase d'ouverture. Mais c'est pour ça que ça mobilise beaucoup de moyens, de ressources. Et que on estime maintenant qu'on a besoin un peu de stabiliser tout ça, quoi. Et alors on a parlé des différents moyens que vous mettez en place pour accompagner notamment vos collaborateurs et puis toute cette démarche RH. Vous avez parlé de la démarche collaborative, vous avez parlé de la formation, vous avez parlé de l'accompagnement des managers. Très concrètement, aujourd'hui, ces politiques RH-là, quel est l'impact de ces politiques sur vos indicateurs RH en matière d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs ? Alors ce que j'ai pas évoqué, c'est le renouveau en fait de notre marque employeur. Et là aussi, on a essayé de travailler en cohérence avec ce que nous sommes. Donc on est allé interroger les équipes, marque employeur, hein, c'est aussi la promesse auprès du marché du travail, à la fois d'emploi, de pouvoir grandir au sein d'une entreprise et aussi de présenter les différents métiers qui peuvent être les nôtres au sein d'une résidence. Donc ce travail-là aboutit en fait à redéfinir ce qu'on appelle la marque employeur et qui s'appuie en fait sur un certain nombre de principes. Le premier d'entre eux, c'est de faire comprendre que nous sommes dans un secteur d'activité qui est en pleine croissance. Je vais juste donner un chiffre. Vous avez aujourd'hui à peu près 2 millions de personnes qui ont plus de 85 ans. Dans 15-20 ans, c'est 4,8 millions. Vous voyez la trajectoire un petit peu qu'il va y avoir, démographique et le besoin. Donc nous sommes le numéro 1 de notre secteur, donc cette croissance-là, il faut aussi l'assurer. Le deuxième principe, ou en tout cas le deuxième attraction, c'est de pouvoir rejoindre un secteur qui est éminemment dans une dimension sociétale. On l'évoquait au travers des différents exemples que je pouvais vous donner, mais c'est aussi une capacité à pouvoir travailler au sein de ce secteur d'activité. Le troisième, c'est peut-être le plus important, et puis ça va rejoindre notre thématique, c'est finalement comment créer les conditions de proximité. Donc rejoindre domicile, c'est aussi de pouvoir travailler dans la proximité humaine, et donc c'est d'accompagner ces équipes pour assurer cette proximité-là. Et puis enfin, et on l'a évoqué aussi, c'est aussi accompagner grâce à de la promotion interne, pouvoir fidéliser, etc. Donc on est sur ces 4 principes-là. C'est de pouvoir accompagner ce qu'on appelle le bien vieillir. Voilà, c'est notre promesse, c'est notre marqueur. Et notre slogan, c'est « Faites-vous une autre idée des seniors ». Et donc, il y a plein de mise en situation qui ont été faites à l'occasion de ce renouveau, ne serait-ce qu'en termes d'image d'ailleurs de la marque employeur. Et on a vraiment délibérément choisi de prendre des vraies personnes, c'est-à-dire des vrais salariés, des vrais résidents. Et j'ai en tête notamment une résidence qui est à Montpellier, avec Germaine. Germaine, elle a 92 ans. Elle est championne des jeux vidéo, championne dans sa catégorie. Hein. Ouais, elle a remporté une coupe, ne serait-ce qu'à l'occasion là,
vous avez une manifestation nationale qui est à Paris au mois de novembre. Il y a une catégorie senior de jeux vidéo et elle a remporté cette coupe. C'est la star. Oui, donc elle passe son temps à jouer. Et Thomas, qui est l'animateur de la résidence, lui aussi est passionné de jeux vidéo. Donc ils s'entraînent tous les deux. Voilà, ils passent du temps ensemble autour de jeux vidéo. Alors, ne me demandez pas de quel jeu il s'agit, si c'est des jeux de guerre. Fortnite, je la verrais bien sur Fortnite. Et en fait, on a souhaité saisir cette complicité. Vous voyez, j'évoquais le lien important qu'on souhaite avoir avec les résidents. Et donc, il y a du shooting photo qui permettent de pouvoir illustrer Germaine et Thomas qui sont en train de jouer ensemble, et puisqu'on est dans le partage. Voilà. Donc, l'attractivité, on a à peu près 12 à 15 000 candidatures qui nous parviennent chaque mois. Voilà, au travers les quasiment 200 résidences. Donc, c'est de pouvoir justement sélectionner, de pouvoir trier, de pouvoir accompagner, de pouvoir accueillir. Et moi, le principe et le conseil pour ceux et celles qui sont intéressés par notre secteur d'activité et puis par la marque Domitis, c'est de pousser en fait la porte de nos résidences. Vous verrez, c'est des lieux de vie. On accueille très bien en général les personnes qui viennent nous visiter. Donc, ce sont des lieux ouverts. On a un restaurant on peut aussi y déjeuner. Vous avez des espaces de bibliothèque, vous avez des espaces de soins. On a donc cette vie. Moi, je la caractérise par la place du village, là, avec ses différentes activités. Bien entendu, il y a un accueil, une conciergerie, et tous ces services-là sont à disposition. Et vous pouvez interroger les équipes, et je pense que c'est important pour se faire soi-même sa propre idée sur la capacité qu'on a à pouvoir travailler dans ces environnements, c'est de se rencontrer soi-même. Voilà. J'allais dire, on dit toujours qu'il faut un village pour élever un enfant, et peut-être qu'on ne dit pas assez qu'il faut aussi un village pour accompagner un senior plus tard. Ouais, c'est joli, effectivement. Ouais, je n'avais pas pensé à ça. Oui, mais vraiment, c'est de garder cette proximité-là. On essaie, dans la plupart de nos implantations, d'être à proximité des transports collectifs, d'être à proximité des quartiers, pour justement permettre à nos résidents de retrouver ce lien social au travers les petits commerçants du quartier qu'ils ont connus lorsqu'ils étaient chez eux. Donc ils sont toujours chez eux, dans un environnement sécurisant, collectif. Et grâce, en fait, il y a 50 animations en moyenne par mois, par résidence, on arrive à repousser au maximum la perte d'autonomie. Ce que je retiens dans les démarches que vous avez mises en place en matière de valeurs, de marque employeur, etc., et ce qui nous intéresse sur cette notion de soin, c'est aussi beaucoup l'authenticité. Puisque vous êtes allé chercher les valeurs au plus près de ce que vivent vos collaborateurs, vous déployez une marque employeur au plus près de ce qui se passe et des vraies relations qui se tissent entre vos collaborateurs et vos résidents. Est-ce que je vise juste quand je dis ça, lier la notion de soin à la notion d'authenticité, y compris dans les politiques RH ? Écoutez, je vous remercie en tout cas de le traduire ainsi, parce qu'effectivement, c'est cette cohérence que j'essaie, modestement en tout cas, de pouvoir privilégier. Cohérence dans la qualité de la relation humaine. On a des niveaux de satisfaction des résidents qui avoisinent les 96 ou 97%. Donc c'est quand même très exceptionnel et ça nous met beaucoup de challenges pour maintenir ce niveau-là. Oui, surtout quand on grandit dans la croissance. Et oui, surtout effectivement dans une phase de croissance. Et donc, par cette symétrie des formes, c'est comment on accompagne aussi nos équipes sur cette dimension-là. Vous avez aussi une forte dimension, c'est celle de pouvoir donner envie et de pouvoir accompagner ces équipes, toutes les équipes qui souhaitent justement grandir au sein de ces métiers-là, qui sont des métiers
extrêmement riche humainement. Lorsqu'on se pose la question du sens au travail, là, tous les matins, vous ne la posez pas, parce que vous l'avez au quotidien et vous la vivez au quotidien. Après, on est dans des environnements qui ne sont pas sains, parce que c'est une communauté humaine, vous avez des personnes qui ont leur propre caractère. Et d'ailleurs, l'interpersonnel. Oui, et puis on met en place des dispositifs qui permettent aussi aux seniors de tester s'ils sont en capacité eux-mêmes de vivre dans du collectif. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Et à l'inverse, c'est aussi une manière pour nous de tester des résidents potentiels qui peut-être sont pas en capacité de pouvoir être dans du collectif. Donc, oui, quand on a vécu toute sa vie en maison individuelle. Voilà, avec ses habitudes. Alors les habitudes, elles restent chez soi, mais en tout cas, dès lors que on est dans du collectif, et c'est aussi une capacité à être dans cette relation. Après, certains résidences restent chez eux, même si on ne le souhaite pas. Et le lieu d'échange, le lieu de convivialité, il s'organise autour du repas du midi, en règle générale. Et c'est assez surprenant, parce que ce sont des personnes qui, bien sûr, se côtoient au quotidien, donc ils prennent soin des uns et des autres. Si l'un des résidents ne se présente pas au restaurant, il s'en inquiète. Vous voyez, il y a aussi, on est dans le domaine de la bienveillance et du care. C'est le regard que peut avoir les autres résidents sur les situations si individuelles de chacun, y compris vis-à-vis de nos salariés. Vous avez, on peut dire que vous êtes un DRH qui avait roulé votre boss, puisque vous vous occupez c'est vrai, merci. le poste chez Domitis, de DRH de Domitis depuis 3 ans, je crois. Oui. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté à titre personnel ? Vous apporte parce que... déjà, moi, c'est un secteur que je ne connaissais pas. J'ai évolué dans le secteur des cliniques, de la santé. J'ai beaucoup évolué dans des secteurs du service, notamment en restauration. Mais ce secteur qui est à la fois au carrefour du service, de l'hôtellerie, de la restauration et service à la personne, je le connaissais pas. Et en fait, c'est d'une richesse humaine incroyable. Donc parce que chacun en fait a ce supplément d'âme dans son travail et dans son engagement au quotidien qui est très bluffante. On a des salariés qui sont alors on essaie de pouvoir les accompagner en rémunération dans cette justement approche de prendre des responsabilités. En prenant des responsabilités, c'est aussi une manière de progresser en rémunération. Mais c'est des niveaux de salaire qui sont malheureusement bas et croyez-moi, leur investissement il n'est pas à la hauteur du salaire qu'ils perçoivent. Donc vous évoquiez tout à l'heure cette valeur autour de la considération. La considération, c'est une considération d'écoute, de partage, mais aussi c'est une considération et une forte attente de récompense de leur investissement. Voilà. Merci Pascal pour tous ces partages riches. Vous pour ce moment. Moi, j'ai une dernière question pour nos auditeurs RH qui nous écoutent et qui s'ils souhaitent alimenter leur réflexion, quel serait le dernier conseil que vous donneriez sur cette notion du care en entreprise ? Alors, vis-à-vis de mes collègues RH, il faut savoir rester soi-même. Vous voyez, on en revient à l'authenticité, tu avais bien analysé. Ouais, c'est pas facile parce qu'on est confronté à beaucoup de tensions, on est confronté à beaucoup d'injonctions contradictoires. Moi, le conseil que j'essaie de m'appliquer, que je m'applique à moi-même et qui a peut-être jalonné ce long parcours professionnel, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est d'être aligné sur ses propres convictions. Dès lors qu'il y a une dissociation, ça devient compliqué. Et ça nécessite d'avoir à la fois un équilibre personnel et une forte conviction sur ses valeurs. Voilà. Et dès que
par les circonstances, par des attitudes, parfois d'ailleurs de patron ou patronne d'entreprise, on est désaligné. Dans ces cas-là, au-delà de le dire, il faut aussi accepter de partir. De passer à un autre challenge. Oui, parce que voilà. Mais ça sera mon conseil. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci à toi, Sophie. Merci de votre accueil. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cette conversation a alimenté votre vision et votre plan d'action pour porter des actions de care dans votre organisation. Si vous souhaitez prolonger la discussion et découvrir les services de Ma Bonne Fée, rejoignez-nous sur clubrh.mabonnefée.com. Et une dernière chose avant de vous quitter, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être tenu au courant des prochains épisodes du Club RH. À bientôt!